La Terre de Émile Zola. 7e partie du livre audio. Chapitre 1 de la 3e partie du roman. Enfin, Buteau la tenait donc, sa part, cette terre si ardemment convoitée qu'il avait refusée pendant plus de 2 ans et demi dans une rage faite de désir, de rancune et d'obstination. Lui-même ne savait plus pourquoi il s'était ainsi entêté, brûlant au fond de signer l'acte, craignant d'être dupe, ne pouvant se consoler de n'avoir pas tout l'héritage, les 19 arpents, aujourd'hui mutilés et épars. Depuis qu'il avait accepté, c'était une grande passion satisfaite, la joie brutale de la possession. Et une chose la doublait, cette joie, l'idée que sa sœur et son frère étaient volés, que son lot valait davantage, à présent que le nouveau chemin bordait sa pièce. Il ne les rencontrait plus sans ricaner, en malin, disant avec des clins d'yeux « Tout de même, je les ai fichus dedans !» Et ce n'était point tout. Il triomphait encore de son mariage, si longtemps différé, des 2 hectares que lui avait apportés Lise, touchant sa pièce. Car la pensée du partage nécessaire entre les 2 sœurs ne lui venait pas, ou du moins il le repoussait à une époque tellement lointaine qu'il espérait trouver d'ici là une façon de s'y soustraire. Il avait, en comptant la part de Françoise, 8 arpents de labour, 4 de pré, environ 2 et demi de vigne. Et il les garderait, on lui arracherait plutôt un membre, jamais surtout il ne lâcherait la parcelle des Cornailles, au bord du chemin, laquelle maintenant mesurait près de 3 hectares. Ni sa sœur ni son frère n'en avaient une pareille, il en parlait les joues enflées, crevant d'orgueil. 1 an se passa, et cette première année de possession fut pour Buteau une jouissance. À aucune époque, quand il s'était loué chez les autres, il n'avait fouillé la terre d'un labour si profond. Elle était à lui, il voulait la pénétrer, la féconder jusqu'au ventre. Le soir, il rentrait épuisé, avec sa charrue dont le soc luisait comme de l'argent. En mars, il herça ses blés, en avril, ses avoines, multipliant les soins, se donnant tout entier. Lorsque les pièces ne demandaient plus de travail, il y retournait pour les voir, en amoureux. Il en faisait le tour, se baissait et prenait de son geste accoutumé une poignée, une motte grasse qu'il aimait à écraser, à laisser couler entre ses doigts, heureux surtout, s'il ne la sentait ni trop sèche ni trop humide, flairant bon le pain qui pousse. Ainsi, la Beauce, devant lui, déroula sa verdure, de novembre à juillet, depuis le moment où les pointes vertes se montrent jusqu'à celui où les hautes tiges jaunissent. Sans sortir de sa maison, il la désirait sous ses yeux. Il avait débarricadé la fenêtre de la cuisine, celle de derrière, qui donnait sur la plaine. Et il se plantait là. Il voyait 10 heures de pays, la nappe immense, élargie, toute nue, sous la rondeur du ciel. Pas un arbre, rien que les poteaux télégraphiques de la route de Châteaudun à Orléans, filant droit à perte de vue. D'abord, dans les grands carrés de terre brune, au ras du sol, il n'y eut qu'une ombre verdâtre, à peine sensible. Puis ce vert tendre s'accentua, des pans de velours vert d'un ton presque uniforme. Puis les bruns montèrent et s'épaissirent, chaque plante prit sa nuance. Il distingua de loin le vert jaune du blé, le vert bleu de l'avoine, le vert gris du seigle, des pièces à l'infini, étalées dans tous les sens, parmi les plaques rouges des trèfles incarnats. C'était l'époque où la Beauce est belle de sa jeunesse, ainsi vêtue de printemps, unie et fraîche à l'œil en sa monotonie. Les tiges grandirent encore, et ce fut la mer des céréales, roulante, profonde, sans bornes. Le matin, par les beaux temps, un brouillard rose s'envolait. À mesure que montait le soleil, dans l'air limpide, une brise soufflait par grandes haleines régulières, creusant les champs d'une houle qui partait de l'horizon, se prolongeait, allait mourir à l'autre bout. Un vacillement pâlissait les teintes, des moires de vieil or couraient le long des blés, les avoines bleuissaient,
tandis que les seigles frémissants avaient des reflets violâtres. Continuellement, une ondulation succédait à une autre. L'éternel flux battait sous le vent du large. Quand le soir tombait, des façades lointaines, vivement éclairées, étaient comme des voiles blanches, des clochers émergeants plantaient des mâts derrière des plis de terrain. Il faisait froid, les ténèbres élargissaient cette sensation humide et murmurante de pleine mer. Un bois lointain s'évanouissait, pareil à la tache perdue d'un continent. Buteau, par les mauvais temps, la regarda aussi, cette beauce ouverte à ses pieds, de même que le pêcheur regarde de sa falaise la mer démontée où la tempête lui vole son pain. Il y vit un violent orage, une nuée noire qui la plomba d'un reflet livide, des éclairs rouges brûlant à la pointe des herbes, dans des éclats de foudre. Il y vit une trombe d'eau venir de plus de 6 lieues, d'abord un mince nuage fauve, tordu comme une corde, puis une masse hurlante accourant d'un galop de monstres, puis derrière l'éventrement des récoltes, un sillage de 3 kilomètres de largeur, tout piétiné, brisé, rasé. Ces pièces n'avaient pas souffert, il plaignait le désastre des autres, avec des ricanements de joie intime. Et, à mesure que le blé montait, son plaisir grandissait. Déjà, l'îlot gris d'un village avait disparu à l'horizon, derrière le niveau croissant des verdures. Il ne restait que les toitures de la borderie, qui, à leur tour, furent submergées. Un moulin, avec ses ailes, demeura seul, ainsi qu'une épave. Partout du blé, la mer de blé envahissante, débordante, couvrant la terre de son immensité verte. « Ah, nom de Dieu !» disait-il chaque soir en se mettant à table. « Si l'été n'est pas trop sec, nous aurons du pain toujours !» Chez les Buteau, on s'était installé. Les époux avaient pris la grande chambre du bas et Françoise se contentait, au-dessus d'eux, de l'ancienne petite chambre du père Mouche, lavée, meublée d'un lit de sangle, d'une vieille commode, d'une table et de 2 chaises. Elle s'occupait des vaches, menait sa vie d'autrefois. Pourtant, dans cette paix, une cause de mauvaise entente dormait, la question du partage entre les 2 sœurs laissée en suspens. Au lendemain du mariage de l'aînée, le vieux Fouan, qui était le tuteur de la cadette, avait insisté pour que ce partage eût lieu, afin d'éviter tout ennui plus tard. Mais Buteau s'était récrié. « À quoi bon ? Françoise était trop jeune, elle n'avait pas besoin de sa terre. Est-ce qu'il y avait rien de changé ? Elle vivait chez sa sœur, comme auparavant, on la nourrissait, on l'habillait. Enfin, elle ne pouvait pas se plaindre, bien sûr. » À toutes ces raisons, le vieux hochait la tête. On ne savait jamais ce qui arrivait. Le mieux était de se mettre en règle. Et la jeune fille elle-même insistait, voulait connaître sa part, quitte à la laisser ensuite aux soins de son beau-frère. Celui-ci, cependant, l'avait emportée par sa brusquerie bon enfant, obstiné et goguenard. On n'en parlait plus. Il étalait partout la joie de vivre ainsi, gentiment, en famille. Faut de la bonne entente, je ne connais que ça. En effet, au bout des premiers 10 mois, il n'y avait pas encore eu de querelle entre les 2 sœurs, ni dans le ménage, lorsque les choses lentement se gâtèrent. Cela commença par de méchantes humeurs. On se boudait, on en vint aux mots durs. Et, dessous, le ferment du tien et du mien, continuant son ravage, gâtait peu à peu l'amitié. Certainement, Lise et Françoise ne s'adoraient plus de leur grande tendresse d'autrefois. Personne maintenant ne les rencontrait, les bras à la taille, enveloppés du même châle, se promenant dans la nuit tombante. On les avait comme séparées, une froideur grandissait entre elles. Depuis qu'un homme était là, il semblait à Françoise qu'on lui prenait sa sœur. Elle qui, auparavant, partageait tout avec Lise, ne partageait pas cet homme, et il était ainsi devenu la chose étrangère, l'obstacle qui lui barrait le cœur où elle vivait seule. Elle s'en allait sans embrasser son aîné, quand Buteau l'embrassait, blessé, comme si quelqu'un avait bu dans son verre. En matière de propriété, elle gardait ses idées d'enfant, elle apportait une passion extraordinaire.
Ça, c'est à moi. Ça, c'est à toi. » Et, puisque sa sœur était désormais à un autre, elle la laissait, mais elle voulait ce qui était à elle, la moitié de la terre et de la maison. Dans cette colère de Françoise, il y avait une autre cause, qu'elle-même n'aurait pu dire. Jusque-là, glacée par le veuvage du père Mouche, la maison, où l'on ne s'aimait pas, n'avait eu pour elle aucun souffle troublant. Et voilà qu'un mal l'habitait, un mal brutal, habitué à trousser les filles au fond des fossés, et dont les rigolades secouaient les cloisons, haletaient à travers les fentes des boiseries. Elle savait tout, instruite par les bêtes. Elle en était dégoûtée et exaspérée. Dans la journée, elle préférait sortir pour les laisser faire leurs cochonneries à l'aise. Le soir, s'ils commençaient à rire en quittant la table, elle leur criait d'attendre au moins qu'elle eût fini la vaisselle. Et elle gagnait sa chambre, fermant les portes violemment, bégayant des insultes. « Salaud ! Salaud !» entre ses dents serrées. Malgré tout, elle croyait entendre encore ce qui se passait en bas. La tête enfoncée dans l'oreiller, le drap tiré jusqu'aux yeux, elle brûlait de fièvre, l'ouïe et la vue hantées d'hallucinations, souffrant des révoltes de sa puberté. Le pis était que Buteau, en la voyant si occupée de ça, la plaisantait, par farce. « Eh bien, quoi donc ? Qu'est-ce qu'elle dirait quand il lui faudrait y passer ?» Élise aussi riait, ne trouvant là aucun mal, et lui, alors, expliquait son idée sur la bagatelle. Puisque le bon Dieu avait donné à chacun ce plaisir qui ne coûtait rien, il était permis de s'en payer tant qu'on pouvait, jusqu'aux oreilles. Mais pas d'enfants, pour ça, non, n'en fallait plus. On en faisait toujours trop, lorsqu'on n'était pas marié, par bêtise. Ainsi, Jules, une fichue surprise tout de même, qu'il avait bien dû accepter. Mais, lorsqu'on était marié, on devenait sérieux. Il se serait plutôt coupé comme un chat que d'en recommencer un autre. Merci, pour qu'il y eût une bouche encore à la maison, où le pain déjà filait si raide. Aussi ouvrait-il l'œil, se surveillant avec sa femme, si grasse, la matine, qu'elle goberait la chose du cou, disait-il, en ajoutant pour rire qu'il labourait dur et ne semait pas. Du blé, oh, du blé, tant que le ventre enflé de la terre pouvait en lâcher, mais des mioches, c'était fini. Jamais. Et, au milieu de ces continuels détails, de ces accouplements qu'elle frôlait et qu'elle sentait, le trouble de Françoise allait grandissant. On prétendait que son caractère changeait. Elle était prise en effet d'humeurs inexplicables, avec des sautes continuelles, gaies, puis tristes, puis bourrues et mauvaises. Le matin, elle suivait Buteau d'un regard noir, lorsque, sans se gêner, il traversait la cuisine, à moitié nu. Des querelles avaient éclaté entre elle et sa sœur, pour des vétilles, pour une tasse qu'elle venait de casser. Est-ce qu'elle n'était pas à elle aussi, cette tasse, la moitié au moins ? Est-ce qu'elle ne pouvait pas casser la moitié de tout, si ça lui plaisait ? Sur ces questions de propriété, les disputes tournaient à l'aigu, laissaient des rancunes de plusieurs jours. Vers cette époque, Buteau céda lui-même à une humeur exécrable. La terre souffrait d'une terrible sécheresse, pas une goutte d'eau n'était tombée depuis 6 semaines. Et il rentrait les poings serrés, malade de voir les récoltes compromises, les seigles chétifs, les avoines maigres, les blés grillés avant d'être en grains. Il en souffrait positivement, comme les blés eux-mêmes, l'estomac rétréci, les membres noués de crampes, rapetissés, desséché de malaise et de colère. Aussi, un matin, pour la première fois, s'empoigna-t-il avec Françoise. Il faisait chaud, il était resté la chemise ouverte, la culotte déboutonnée, près de lui tombée des fesses, après s'être lavé au puits. Et, comme il s'asseyait pour manger sa soupe, Françoise, qui le servait, tourna un instant derrière lui. Enfin, elle éclata, toute rouge. « Dis, rentre ta chemise, c'est dégoûtant !» Il était mal planté. Il s'emporta. « Nom de Dieu, as-tu fini de m'éplucher ? Ne regarde pas, si ça t'offusque. T'as donc bien envie d'en tâter, morveuse, que t'es toujours là-dessus. » Elle rougit encore. Elle bégaya, tandis que Lise avait le tort d'ajouter « Il a raison, tu nous embêtes à la fin. Va-t'en, si l'on n'est plus libre chez soi. »
C'est ça, je m'en irai, dit rageusement Françoise, qui sortit en faisant claquer la porte. Mais le lendemain, Buteau était redevenu gentil, conciliant et goguenard. Dans la nuit, le ciel s'était couvert. Il tombait depuis 12 heures une pluie fine, tiède, pénétrante, une de ces pluies d'été qui ravivent la campagne. Et il avait ouvert la fenêtre sur la plaine. Il était là dès l'aube, à regarder cette eau, radieux, les mains dans les poches, répétant « Nous v'là bourgeois, puisque le bon Dieu travaille pour nous. Ah, sacré tonnerre! Des journées passées comme ça à faire le feignant, ça vaut mieux que les journées où l'on s'esquinte sans profit. » Lente, douce, interminable, la pluie ruisselait toujours. Et il entendait la Beauce boire, cette Beauce sans rivière et sans source, si altérée. C'était un grand murmure, un bruit de gorge universel, où il y avait du bien-être. Tout absorbait, se trempait, tout reverdissait dans l'averse. Le blé reprenait une santé de jeunesse, ferme et droit, portant haut l'épi qui allait se gonfler, énorme, crevant de farine. Et lui, comme la terre, comme le blé, buvait par tous ses pores, détendu, rafraîchi, guéri, revenant se planter devant la fenêtre pour crier « Allez, allez donc! C'est des pièces de 100 sous qui tombent !» Brusquement, il entendit quelqu'un ouvrir la porte. Il se tourna et il eut la surprise de reconnaître le vieux Fouan. « Tiens, le père, vous venez donc de la chasse aux grenouilles ?» Le vieux, après s'être battu avec un grand parapluie bleu, entra en laissant ses sabots sur le seuil. « Fameux coup d'arrosoir, dit-il simplement. Fallait ça. » Depuis 1 an que le partage était définitivement consommé, signé, enregistré, il n'avait plus qu'une occupation, celle d'aller revoir ses anciennes pièces. On le rencontrait toujours rôdant autour d'elle, s'intéressant, triste ou gai selon l'état des récoltes, gueulant contre ses enfants parce que ce n'était plus ça, que c'était leur faute si rien ne marchait. Cette pluie le ragaillardissait lui aussi. « Et alors, reprit Buteau, vous entrez nous voir en passant ?» Françoise, muette jusque-là, s'avança et dit d'une voix nette « Non, c'est moi qui ai prié mon oncle de venir. » Lise, debout devant la table, en train d'écosser des pois, lâcha la besogne, attendit, les bras ballants, le visage subitement dur. Buteau, qui avait d'abord fermé les poings, reprenait son air de rire, résolu à ne pas se fâcher. « Oui, » expliqua lentement le vieux, « la petite a causé avec moi, hier. » Vous voyez si j'avais raison de vouloir régler les affaires tout de suite. Chacun sa part, on ne se brouille pas pour ça. Au contraire, ça empêche les disputes. Et, à cette heure, faut bien en finir. C'est son droit, n'est-ce pas, d'être fixé sur ce qui lui revient. Moi, je serais répréhensible. Alors, donc, nous allons dire un jour, et nous irons tous ensemble chez monsieur Baye H. Mais Lise ne put se contenir davantage. « Pourquoi ne nous envoie-t-elle pas les gendarmes ? On dirait qu'on la vole, bon sang ! Est-ce que je raconte dehors, moi, qu'elle est un vrai bâton merdeux, à ne pas savoir par quel bout la prendre ?» Françoise allait répondre sur ce ton lorsque Buteau, qui l'avait saisie par derrière, comme pour jouer, s'écria « En v'là des bêtises. On s'asticote, mais on s'aime tout de même, pas vrai ? Ça serait propre de ne pas être d'accord entre sœurs. » La jeune fille s'était dégagée d'une secousse, et la querelle allait reprendre lorsqu'il eut une exclamation joyeuse en voyant la porte s'ouvrir de nouveau. « Jean ! Ah, quelle soupe ! Un vrai caniche !» En effet, Jean, venu au pas de course de la ferme, comme cela lui arrivait souvent, n'avait jeté qu'un sac sur ses épaules pour se protéger, et il était trempé, ruisselant, fumant, riant lui-même en bon garçon. Pendant qu'il se secouait, Buteau, retourné devant la fenêtre, s'épanouissait de plus en plus devant la pluie entêtée. « Oh, ça tombe, c'est une bénédiction. Non, vrai, c'est rigolo, tant ça tombe. » Puis, revenant, « Tu arrives bien, toi. Ces deux-là se mangeaient. Françoise veut qu'on partage, pour nous quitter. »
Comment ? Cette gamine ? Cria Jean, saisi. Son désir était devenu une passion violente, cachée, et il n'avait d'autre satisfaction que de la voir dans cette maison où il était reçu en ami. 20 fois déjà, il l'aurait demandé en mariage s'il ne s'était pas trouvé si vieux pour elle, si jeune. Il avait beau attendre, les 15 années de différence ne se comblaient pas. Personne ne semblait se douter qu'il pût songer à elle, ni elle-même, ni sa sœur, ni son beau-frère. Aussi était-ce pour cela que ce dernier l'accueillait si cordialement, sans peur des suites. « Gamine, ah, c'est le vrai mot, dit-il, avec un haussement paternel des épaules. Mais Françoise, raidie, les yeux à terre, s'entêtait. « Je veux ma part. »« Ce serait le plus sage, » murmura le vieux Fouan. Alors Jean la prit doucement par les poignets, l'attira contre ses genoux, et il la gardait ainsi, les mains frémissantes de lui sentir la peau. Il lui parlait de sa bonne voix qui s'altérait à mesure qu'il la suppliait de rester. Où irait-elle ? Chez des étrangers, en condition à Cloyes ou à Châteaudun ? Est-ce qu'elle n'était pas mieux dans cette maison où elle avait grandi, au milieu de gens qui l'aimaient ? Elle l'écoutait, et elle s'attendrissait à son tour, car, si elle ne pensait guère avoir en lui un amoureux, elle lui obéissait volontiers d'habitude, beaucoup par amitié et un peu par crainte, le trouvant très sérieux. « Je veux ma part, » répéta-t-elle, ébranlée. « Seulement, je ne dis pas que je m'en irai. »« Bête, » intervint Buteau, « qu'est-ce que tu en ficheras de ta part si tu restes ? Tu as tout, comme ta sœur, comme moi. Pourquoi en veux-tu la moitié ? Non, c'est à crever de rire. Écoute bien, le jour où tu te marieras, on fera le partage. » Les yeux de Jean, fixés sur elle, vacillèrent, comme si son cœur eût défailli. « Tu entends, le jour de ton mariage ?» Elle ne répondait pas, oppressée. « Et maintenant, ma petite Françoise, va embrasser ta sœur, ça vaudrait mieux. » Lise n'était pas mauvaise encore dans sa gaieté bourdonnante de commère grasse, et elle pleura lorsque Françoise se pendit à son cou. Buteau, enchanté d'avoir ajourné l'affaire, cria que, nom de Dieu, on allait boire un coup. Il apporta 5 verres, déboucha une bouteille, retourna en chercher une seconde. La face tannée du vieux Fouan s'était colorée, tandis qu'il expliquait que, lui, était pour le devoir. Tous burent, les femmes ainsi que les hommes, à la santé de chacun et de la compagnie. « C'est bon, le vin !» cria Buteau en reposant rudement son verre. « Eh bien, vous direz ce que vous voudrez, mais ça ne vaut pas cette eau qui tombe. Regardez-moi ça. En v'là encore, en v'là toujours. Ah, c'est riche !» Et tous, en tas devant la fenêtre, épanouis dans une sorte d'extase religieuse, regardaient ruisseler la pluie tiède, lente, sans fin, comme s'ils avaient vu, sous cette eau bienfaisante, pousser les grands blés verts. Chapitre 2. Un jour de cet été, la vieille Rose, qui avait eu des faiblesses et dont les jambes n'allaient plus, fit venir sa petite nièce Palmyre pour laver la maison. Fouan était sorti rôder à son habitude autour des cultures, et pendant que la misérable, sur les genoux, trempée d'eau, s'épuisait à frotter, l'autre la suivait pas à pas, toutes les deux remâchant les mêmes histoires. D'abord, il fut question du malheur de Palmyre, que son frère Hilarion battait maintenant. Oui, cet innocent, cet infirme était devenu mauvais, et, comme il ne connaissait pas sa force, avec ses poings capables de broyer des pierres, elle craignait toujours d'être tuée quand il l'empoignait. Mais elle ne voulait pas qu'on s'en mêlât, elle renvoyait le monde, arrivant à l'apaiser dans l'infinie tendresse qu'elle gardait pour lui. L'autre semaine, il y avait eu un scandale dont Tourogne causait encore, une telle batterie que les voisins étaient accourus et l'avaient trouvée se livrant sur elle à des abominations. « Dis, ma fille, » demanda Rose pour provoquer ses confidences, « c'est donc qu'il voulait te forcer, le brutal ?» Palmyre, cessant de frotter, accroupie dans ses guenilles ruisselantes, se fâcha sans répondre. « Est-ce que ça les regardait, les autres ?
Est-ce qu'ils avaient besoin d'entrer espionner chez nous? Nous ne volons personne. Dame, reprit la vieille, pourtant, si vous couchez ensemble, comme on le raconte, c'est très mal. Un instant, la malheureuse resta muette, la face souffrante, les yeux vagues au loin. Puis, cassée de nouveau en deux, elle bégaya, en coupant chaque phrase du va-et-vient de ses bras maigres. « Ah, très mal, est-ce qu'on sait? Le curé m'a fait demander pour me dire que nous irions en enfer. Pas le pauvre chéri, toujours. Un innocent, monsieur le curé, ai-je répondu. Un garçon qui n'en sait pas plus long qu'un petit de 3 semaines, et qui serait mort si je ne l'avais pas nourri, et qui n'a guère eu de bonheur d'être ce qu'il est. À moi, n'est-ce pas? C'est mon affaire. Le jour où il m'étranglera, dans un des coups de rage qui le prennent à cette heure, je verrai bien si le bon Dieu veut me pardonner. Rose, qui savait la vérité depuis longtemps, voyant qu'elle n'apprendrait aucun détail nouveau, conclut d'un air sage. Quand les choses sont d'une manière, elles ne sont pas d'une autre. N'importe, ce n'est pas une vie que tu t'es faite, ma fille. Et elle se lamenta sur ce que tout le monde avait son malheur. Ainsi, elle et son homme en enduraient-ils des misères, depuis qu'ils avaient eu le bon cœur de se dépouiller pour leurs enfants. Dès lors, elle ne s'arrêta plus. C'était son éternel sujet de plainte. Mon Dieu, les égards, on finit tout de même par s'en passer. Lorsque les enfants sont cochons, ils sont cochons. S'ils payaient la rente seulement. Elle expliqua pour la 20e fois que Delhomme seul apportait ses trimestres de 50 francs. Oh, à la minute. Buteau, lui, toujours en retard, tâchait de liarder. Ainsi, bien que la date fût échue depuis 10 jours, elle l'attendait encore. Il avait promis de venir s'acquitter le soir même. Quant à Jésus-Christ, c'était plus simple, il ne donnait rien. On ne voyait jamais la couleur de son argent. Et, juste ce matin-là, est-ce qu'il n'avait pas eu le toupet d'envoyer la trouille qui s'était mise à pleurnicher et à demander un emprunt de 100 sous pour faire du bouillon à son père, malade? Ah, on la connaissait, sa maladie, un fameux trou sous le nez. Ainsi l'avait-on bien reçu, cette gueuse, en la chargeant de dire à son père que, si le soir il n'apportait pas ses 50 francs, comme son frère Buteau, on lui enverrait l'huissier. Histoire de l'effrayer, car le pauvre garçon, tout de même, n'est pas méchant, ajouta Rose, qui s'attendrissait déjà dans sa préférence pour son aîné. À la nuit tombante, Fouan étant rentré dîner, elle recommença à table, pendant qu'il mangeait, la tête basse, muet. Était-ce Dieu possible, cela, que de leurs 600 francs, ils eussent seulement les 200 francs de Delhomme, à peine 100 francs de Buteau, rien du tout de Jésus-Christ, ce qui faisait juste la moitié de la rente. Et les bougres avaient signé chez le notaire, c'était écrit, déposé à la justice. Ils s'en fichaient bien de la justice. Palmyre, qui, dans l'obscurité, achevait d'essuyer le carreau de la cuisine, répondait la même phrase à chaque plainte, comme un refrain de misère. « Ah, sûr, chacun a son mal, on en crève. » Rose se décidait enfin à allumer lorsque la grande entra avec son tricot. Dans ces longs jours, il n'y avait point de veillée, mais, pour ne pas même user un bout de chandelle, elle venait passer chez son frère l'heure de nuit avant d'aller se coucher à tâtons. Tout de suite, elle s'installa, et Palmyre, qui avait encore à récurer des pots et des casseroles, ne souffla plus, saisie de voir sa grand-mère. « Si tu as besoin d'eau chaude, ma fille, reprit Rose, entame un fagot. » Elle se contint un instant, s'efforça de parler d'autre chose, car, devant la grande, les Fouan évitaient de se plaindre, sachant qu'il lui faisait plaisir, quand il regrettait tout haut de s'être dépouillé. Mais la passion l'emporta. « Eva, tu peux mettre le fagot entier, si on appelle ça un fagot. Des brindilles de bois mort, des rognures de haies. Faut vraiment que Fanny ratisse son bûcher pour nous envoyer de la pourriture pareille. » Fouan, resté à la table, devant un verre plein, sortit alors du silence où il semblait vouloir s'enfermer. Il s'emporta. « As-tu fini, nom de Dieu, avec ton fagot? C'est de la saleté, nous le savons. Qu'est-ce que je dirais donc, moi,
de cette cochonnerie de piquette que de l'homme me donne pour du vin. Il éleva le verre, le regarda à la chandelle. « Hein ? Qu'a-t-il bien pu foutre là-dedans ? Ce n'est pas même de la rinçure de tonneau. Et il est honnête, celui-là. Les deux autres nous laisseraient crever de soif sans aller nous chercher une bouteille d'eau à la rivière. » Enfin, il se décida à boire son vin d'un coup, mais il cracha violemment. « Ah, la poison ! C'est peut-être bien pour me faire claquer tout de suite. » Dès ce moment, Fouan et Rose s'abandonnèrent à leur rancune, sans plus rien ménager. Leur cœur ulcéré se soulageait. Ils alternaient les litanies de leurs récriminations, chacun à son tour disait son grief. Ainsi, les 10 litres de lait par semaine. D'abord, ils n'en recevaient pas 6. Et puis, s'il ne passait point entre les mains de monsieur le curé, ce lait-là, n'empêche qu'il devait être bon chrétien. C'était comme pour les œufs. Certainement qu'on les commandait exprès aux poules, car on n'en aurait pas trouvé d'aussi petits sur tout le marché de Cloyes. Oui, une vraie curiosité, et donnés de si mauvais cœur qu'ils avaient le temps de se gâter en route. Quant au fromage, les fromages. Rose se tordait de coliques chaque fois qu'elle en mangeait. Elle courut en chercher un, elle voulut absolument que Palmyre y goûtât. Hein ? Était-ce une horreur ? Ça ne criait-il pas vengeance ? Il devait y ajouter de la farine, peut-être bien du plâtre. Mais déjà, Fouan se lamentait d'en être réduit à ne plus pouvoir fumer 15 sous de tabac par jour. Et, aussitôt, elle regretta son café noir, qu'il lui avait fallu supprimer. Et tous les deux à la fois, ensuite, les accusèrent de la mort de leur vieux chien infirme, qu'ils s'étaient décidés à noyer la veille, parce qu'il coûtait trop pour eux, maintenant. « Je leur ai tout donné !» cria le vieux. « Et les bougres se foutent de moi. Ah, ça nous tuera. Tant nous rageons à nous voir dans cette misère. » Ils s'arrêtèrent enfin, et la grande, qui n'avait pas desserré les lèvres, les regarda l'un après l'autre, de ses yeux ronds d'oiseau mauvais. « C'est bien fait, » dit-elle. Mais juste à ce moment, Buteau entra. Palmyre, ayant terminé son travail, en profita pour s'échapper avec les 15 sous que Rose venait de lui mettre dans la main. Et Buteau, debout au milieu de la pièce, se tint immobile dans ce silence prudent du paysan qui ne veut jamais parler le premier. 2 minutes s'écoulèrent. Le père fut forcé d'entamer les choses. « Alors, tu te décides ? C'est heureux. Depuis 10 jours, tu te fais bien attendre. » L'autre se dandinait. « Quand on peut, on peut. Chacun sait comment son pain cuit. » « Possible, mais à ce compte-là, si ça durait, pendant que tu en mangerais du pain, nous crèverions, nous autres. Tu as signé, tu dois payer au jour et à l'heure. » En voyant son père se fâcher, Buteau plaisanta. « Dites donc, si j'arrive trop tard, je m'en retourne. Ce n'est donc pas déjà très gentil de payer ? Il y en a qui s'en passent. » Cette allusion à Jésus-Christ inquiéta Rose, qui se permit de tirer la veste de son homme. Il retint un geste de colère. Il reprit. « C'est bon, donne tes 50 francs. J'ai préparé le reçu. » Sans se presser, Buteau se fouilla. Il avait eu, sur la grande, un coup d'œil de contrariété, l'air gêné par sa présence. Elle en abandonnait son tricot. Elle regardait de ses prunelles fixes dans l'attente de voir l'argent. Le père et la mère, eux aussi, s'étaient rapprochés, ne quittant plus la main du garçon. Et, sous ses 3 paires d'yeux, largement ouverts, il se résigna à sortir une première pièce de 100 sous. « Une, dit-il, en la posant sur la table. Les autres suivirent, avec une lenteur croissante. Il continuait à les compter tout haut, d'une voix qui faiblissait. Après la 5e, il s'arrêta, dut faire de profondes recherches pour en trouver une encore. Puis cria d'une voix raffermie, très forte, « Et 6 !» Les Fouan attendaient toujours, mais rien ne vint plus. « Comment 6 ?» finit par dire le père. « C'est 10 qu'il en faut. Est-ce que tu te fiches de nous ? Le trimestre dernier, 40 francs. Et celui-ci, 30. » Tout de suite, Buteau prit une voix géniarde. « Ah, rien n'allait. Le blé avait encore baissé. Les avoines étaient chétives. Jusqu'à son cheval, dont le ventre enflait, si bien qu'il avait dû faire venir 2 fois le vétérinaire.
Enfin, c'était la ruine. Il ne savait comment joindre les deux bouts. « Ça ne me regarde pas, répétait furieusement le vieux. Donne les 50 francs ou je t'envoie en justice. Cependant, il s'apaisa à l'idée de n'accepter les 6 pièces qu'en acompte, et il parla de refaire son reçu. Alors, tu me donneras les 20 francs la semaine prochaine. Je vas mettre ça sur le papier. Mais déjà, d'une main prompte, Buteau avait repris l'argent sur la table. Non, non, pas de ça. Je veux être quitte. Laissez le reçu ou je file. Ah bien, vrai, ça ne vaudrait pas la peine de me dépouiller si je vous devais encore. Et ce fut terrible. Le père et le fils s'obstinèrent, répétant sans se lasser les mêmes mots, l'un exaspéré de n'avoir pas empoché l'argent tout de suite, l'autre le serrant dans son poing, résolu à ne plus le lâcher que donnant. Une seconde fois, la mère dut tirer son homme par la veste, et il céda de nouveau. « Tiens, sacré voleur, le voilà, le papier. Je devrais te le coller d'une gifle sur la gueule. Donne l'argent. » L'échange eut lieu, de point à point. Et Buteau, la scène jouée, se mit à rire. Il s'en alla, gentil, satisfait, en souhaitant bien le bonsoir à la compagnie. Fouan s'était assis devant la table, l'air épuisé. Alors, la grande, avant de reprendre son tricot, haussa les épaules, lui jeta violemment ces 2 mots « Foutue bête !» Il y eut un silence, et la porte fut rouverte. Jésus-Christ entra. Averti par la trouille que son frère payait le soir, il le guettait de la route. Il avait attendu sa sortie pour se présenter à son tour. Le visage doux, il était simplement attendri d'un reste d'ivresse de la veille. Dès le seuil, ses yeux allèrent droit aux 6 pièces de 100 sous que Fouan avait eu l'imprudence de remettre sur la table. « Ah, c'est Hyacinthe !» cria Rose, heureuse de le voir. « Ouais, c'est moi. Bonne santé à tous !» Et il s'avança, sans quitter de l'œil les pièces blanches, luisantes comme des lunes à la chandelle. Le père, qui avait tourné la tête, suivit son regard, aperçut l'argent dans un sursaut d'inquiétude. Vivement, il posa dessus une assiette, pour le cacher. Trop tard. « Foutue bête !» pensa-t-il, irrité de sa négligence. La grande a raison. Puis, tout haut, brutal. « Tu fais bien de venir nous payer, car, aussi vrai que cette chandelle nous éclaire, je t'envoyais l'huissier demain. »« Oui, la trouille m'a dit ça, » gémit Jésus-Christ, très humble. « Et je me suis dérangé parce que, n'est-ce pas, vous ne pouvez vouloir ma mort. Payer, bon Dieu, avec quoi payer, quand on n'a pas du pain à sa suffisance? Nous avons tout vendu. Oh, je ne blague pas, venez voir vous-même, si vous croyez que je blague. Plus de draps au lit, plus de meubles, plus rien. Et avec ça, je suis malade. » Un ricanement d'incrédulité l'interrompit. Il continua sans entendre. « Peut-être que ça ne paraît guère, mais n'empêche que j'ai quelque chose de mauvais dans le sac. Je tousse, je sens que je m'en vas. Encore quand on a du bouillon. Mais quand on n'a pas du bouillon, on claque, hein? C'est la vérité. Bien sûr que je vous payerais si j'avais de l'argent. Dites-moi où il y en a, que je vous en donne, et que je commence par me mettre un pot-au-feu. V'là 15 jours que je n'ai point vu de viande. » Rose commençait à s'émouvoir, tandis que Fouan se fâchait davantage. « T'as tout bu, feignant, propre à rien, tant pis pour toi. De si belles terres, qui étaient dans la famille depuis des ans et des ans, tu les as mises en gage. Oui, il y a des mois que, toi et ta garce de fille, vous faites la noce. Et si c'est fini, à cette heure, crevez donc. » Jésus-Christ n'hésita plus. Il sanglota. « Ce n'est pas d'un père, ce que vous dites. Faut être dénaturé pour renier son enfant. Moi, j'ai bon cœur. C'est ce qui causera ma perte. Si vous n'aviez pas d'argent, mais puisque vous en avez, est-ce que ça se refuse, une aumône à un fils? J'irai mendier chez les autres, ce sera du propre, ah oui, du propre. » Et, à chaque phrase, lâchée au milieu de ses larmes, il jetait sur l'assiette un regard oblique qui faisait trembler le vieux. Puis, feignant d'étouffer,
il ne poussa plus que des cris assourdissants d'hommes qu'on égorge. Rose, bouleversée, gagnée par les sanglots, joignit les mains pour supplier Fouan. « Voyons, mon homme !» Mais ce dernier, se débattant, refusant encore, l'interrompit. « Non, non, il se fout de nous. Veux-tu te taire, animal ? Est-ce qu'il y a du bon sens à gueuler ainsi ? Les voisins vont venir, tu nous rends tous malades. » Cela ne fit que redoubler les clameurs de l'ivrogne, qui beugla. « Je ne vous ai pas dit. L'huissier vient demain saisir chez moi. Oui, pour un billet que j'ai signé à Lambourdieu. Je ne suis qu'un cochon. Je vous déshonore. Faut que j'en finisse. Ah, cochon, tout ce que je mérite, c'est de boire un coup dans l'aigre, jusqu'à plus soif. Si seulement j'avais 30 francs. » Fouan, excédé, vaincu par cette scène, tressaillit à ce chiffre de 30 francs. Il écarta l'assiette. À quoi bon, puisque le bougre les voyait et les comptait à travers la faïence. « Tu veux tout ? Est-ce raisonnable, nom de Dieu ? Tiens, tu nous assommes, prends-en la moitié, et file, qu'on ne te revoie pas. » Jésus-Christ, guéri soudain, parut se consulter, puis déclara. « 15 francs, non, c'est trop court, ça ne peut pas faire l'affaire. Mettons-en 20, et je vous lâche. » Ensuite, lorsqu'il tint les 4 pièces de 100 sous, il les égaya tous en leur racontant le tour qu'il avait joué à Bécu, de fausses lignes de fond placées dans la partie réservée de l'aigre, de telle manière que le garde champêtre était tombé à l'eau en voulant les retirer. Et il s'en alla enfin, après s'être fait offrir un verre de mauvais vin de Delhomme, qu'il traita de sale canaille, pour oser donner à un père cette drogue-là. « Tout de même, il est gentil, » dit Rose lorsqu'il eut refermé la porte. La grande s'était mise debout, pliant son tricot, près de partir. Elle regarda sa belle-sœur, puis son frère, fixement. Et elle sortit à son tour, après leur avoir crié, dans une colère longtemps contenue, « Pas un sou, foutue bête ! Ne me demandez pas un sou, jamais, jamais !» Dehors, elle rencontra Buteau qui revenait de chez Maqueron, étonné d'y avoir vu entrer Jésus-Christ, très gai, la poche sonnante d'écus. Il avait soupçonné vaguement l'histoire. « Eh oui, cette grande canaille emporte ton argent. Ah, ce qu'il va se gargariser avec, en se fichant de toi !» Buteau, hors de lui, tapa des 2 poings dans la porte des Fouan. Si on ne la lui avait pas ouverte, il l'aurait enfoncée. Les 2 vieux se couchaient déjà, la mère avait retiré son bonnet et sa robe, en jupon, ses cheveux gris tombés sur les tempes. Et, quand ils se furent décidés à rouvrir, il se jeta entre eux, criant d'une voix étranglée. « Mon argent ! Mon argent !» Ils eurent peur, ils s'écartèrent, étourdis, ne comprenant pas encore. « Est-ce que vous croyez que je m'extermine pour ma rosse de frère ? Il ne foutrait rien, et c'est moi qui le gorbergerai ? Ah non, ah non !» Fouan voulut nier, mais l'autre lui coupa brutalement la parole. « Hein, quoi ? Voilà que vous mentez à cette heure ? Je vous dis qu'il a mon argent. Je l'ai senti, je l'ai entendu sonner dans sa poche, à ce gueux. Mon argent que j'ai sué, mon argent qu'il va boire. Si ce n'est pas vrai, montrez-le-moi donc. Oui, si vous les avez encore, montrez-moi les pièces. Je les connais, je saurai bien. Montrez-moi les pièces. » Et il s'entêta. Il répéta à 20 reprises cette phrase dont il fouettait sa colère. Il en arriva à donner des coups de poing sur la table, exigeant les pièces, là, tout de suite, jurant qu'il ne les reprendrait pas, voulant simplement les voir. Puis, comme les vieux tremblants balbutiaient, il éclata de fureur. « Il les a, c'est clair. Du tonnerre de Dieu, si je vous rapporte un sou. Pour vous autres, on pouvait se saigner. Mais pour entretenir cette crapule, ah, j'aimerais mieux me couper les bras. » Pourtant, le père, lui aussi, finissait par se fâcher. « En v'là assez, n'est-ce pas ? Est-ce que ça te regarde, nos affaires ? Il est à moi, ton argent. J'en peux bien faire ce qu'il me plaît. »« Qu'est-ce que vous dites ? » reprit Buteau, en s'avançant sur lui, blême, les poings serrés. « Vous voulez donc que je lâche tout ? Eh bien, je trouve que c'est trop salaud, oui, salaud, de tirer des sous à vos enfants, lorsque vous avez, pour sûr, de quoi vivre.
Oh, vous aurez beau dire non, le magot est par là, je le sais. Saisi, le vieux se démenait, la voix cassée, les bras faibles, ne retrouvant plus son autorité d'autrefois pour le chasser. Non, non, il n'y a pas un liard. Vas-tu foutre le camp? Si je cherchais, répétait Buteau, qui déjà ouvrait les tiroirs et tapait dans les murs. Alors, Rose, terrifiée, craignant une bataille entre le père et le fils, se pendit à une épaule de ce dernier, en bégayant. « Malheureux! Tu veux donc nous tuer ?» Brusquement, il se retourna vers elle, la saisit par les poignets, lui cria dans la face, sans voir sa pauvre tête grise, usée et lasse. « Vous, c'est votre faute. C'est vous qui avez donné l'argent à Hyacinthe. Vous ne m'avez jamais aimé. Vous êtes une vieille coquine. » Et il la poussa, d'une secousse si rude qu'elle s'en alla, défaillante, tombée assise contre le mur. Elle avait jeté une plainte sourde. Il la regarda un instant, pliée là comme une loque, puis il partit d'un air fou, il fit claquer la porte, en jurant « Nom de Dieu, de nom de Dieu !» Le lendemain, Rose ne put quitter le lit. On appela le docteur Finet, qui revint 3 fois sans la soulager. À la 3e visite, l'ayant trouvée à l'agonie, il prit Fouan à part. Il demanda comme un service d'écrire tout de suite et de laisser le permis d'inhumer. Cela lui éviterait une course. Il usait de cet expédient pour les hameaux lointains. Cependant, elle dura 36 heures encore. Lui, aux questions, avait répondu que c'était la vieillesse et le travail, qu'il fallait bien s'en aller quand le corps était fini. Mais, dans Rognes, où l'on savait l'histoire, tous disaient que c'était un sang tourné. Il y eut beaucoup de monde à l'enterrement. Buteau et le reste de la famille s'y conduisirent très bien. Et, lorsqu'on eut rebouché le trou, au cimetière, le vieux Fouan rentra seul dans la maison, où ils avaient vécu et souffert à 2 pendant 50 ans. Il mangea debout un morceau de pain et de fromage. Puis il rôda au travers des bâtiments et du jardin vide, ne sachant à quoi tuer son chagrin. Il n'avait plus rien à faire. Il sortit pour monter sur le plateau, à ses anciennes pièces, voir si le blé poussait. Chapitre 3. Pendant toute une année, Fouan vécut de la sorte, silencieux dans la maison déserte. On l'y trouvait sans cesse sur les jambes, allant, venant, les mains tremblantes et ne faisant rien. Il restait des heures devant les auges moisies de l'étable, retournait se planter à la porte de la grange vide, comme cloué là par une songerie profonde. Le jardin l'occupait un peu, mais il s'affaiblissait, il se courbait davantage vers la terre, qui semblait le rappeler à elle. Et 2 fois on l'avait secouru, le nez tombé dans ses plants de salade. Depuis les 20 francs donnés à Jésus-Christ, Delhomme payait seul la rente, car Buteau s'entêtait à ne plus verser un sou, déclarant qu'il aimait mieux aller en justice que de voir son argent filer dans la poche de sa canaille de frère. Ce dernier, en effet, arrachait encore de temps à autre une aumône forcée à son père, que ces scènes de larmes anéantissaient. Ce fut alors que Delhomme, devant cet abandon du vieux, exploité, malade de solitude, eut l'idée de le prendre. Pourquoi ne vendrait-il pas la maison et n'habiterait-il pas chez sa fille? Il n'y manquerait de rien. On n'aurait plus les 200 francs de rente à lui payer. Le lendemain, Buteau, ayant appris cette offre, accourut, en fit une semblable, avec tout un étalage de ses devoirs de fils. De l'argent pour le gâcher, non. Mais du moment qu'il s'agissait de son père tout seul, celui-ci pouvait venir, il mangerait et dormirait à l'aise. Au fond, sa pensée dut être que sa sœur n'attirait le vieux que dans le calcul de mettre la main sur le magot soupçonné. Lui-même, pourtant, commençait à douter de l'existence de cet argent, flairé en vain. Et il était très partagé. Il offrait son toit par orgueil, en comptant bien que le père refuserait, en souffrant à l'idée qu'il accepterait peut-être l'hospitalité des Delhomme. Du reste, Fouan montra une grande répugnance, presque de la peur, pour la première comme pour la seconde des 2 propositions. Non, non, valait mieux son pain sec chez soi que du rôti chez les autres. C'était moins amer. Il avait vécu là, il mourrait là,
Les choses allèrent ainsi jusqu'à la mi-juillet, à la Saint-Henri, qui était la fête patronale de Rognes. Un bal forain, couvert de toiles, s'installait d'ordinaire dans les prés de l'Aigre. Et il y avait, sur la route, en face de la mairie, 3 baraques, un tir, un camelot vendant de tout, jusqu'à des rubans, et un jeu de tournevire, où l'on gagnait des sucres d'orge. Or, ce jour-là, M. Baille H, qui déjeunait à la Borderie, étant descendu causer avec Delhomme, celui-ci le pria de l'accompagner chez le père Fouan pour lui faire entendre raison. Depuis la mort de Rose, le notaire conseillait également au vieillard de se retirer près de sa fille et de vendre la maison inutile, trop grande à cette heure. Elle valait bien 3000 francs. Il offrait même d'en garder l'argent et de lui en payer la rente, par petites sommes, au fur et à mesure de ses menus besoins. Ils trouvèrent le vieux dans son effarement habituel, piétinant au hasard, hébété devant un tas de bois qu'il voulait scier sans en avoir la force. Ce matin-là, ses pauvres mains tremblaient plus encore que de coutume, car il avait eu, la veille, à subir une rude attaque de Jésus-Christ, qui, pour lui faire 20 francs, en vue de la fête du lendemain, était venu jouer le grand jeu, beuglant à le rendre fou, se traînant par terre, menaçant de se percer le cœur d'un coutelas apporté exprès dans sa manche. Et il avait donné les 20 francs. Il l'avoua tout de suite au notaire d'un air d'angoisse. « Dites, est-ce que vous feriez autrement, vous ? Moi, je ne peux plus, je ne peux plus !» Alors, M. Baille H profita de la circonstance. « Ce n'est pas tenable, vous y laisserez la peau. À votre âge, il est imprudent de vivre seul. Et si vous ne voulez pas être mangé, il faut écouter votre fille, vendre et aller chez elle. »« Ah, c'est aussi votre conseil, » murmura Fouan. Il jetait un regard oblique sur Delhomme, qui affectait de ne pas intervenir. Mais, quand celui-ci remarqua ce regard de défiance, il parla. « Vous savez, père, je ne dis rien parce que vous croyez peut-être que j'ai intérêt à vous prendre. Fichtre non, ce sera un rude dérangement. Seulement, n'est-ce pas, ça me fâche de voir que vous vous arrangez si mal quand vous pourriez être si à l'aise. » « Bon, répondit le vieux, faut y réfléchir encore. Le jour où ça se décidera, je saurai bien le dire. » Et ni son gendre, ni le notaire ne purent en tirer davantage. Il se plaignait qu'on le bousculât. Son autorité peu à peu morte se réfugiait dans cette obstination de vieil homme, même contraire à son bien-être. Au dehors de sa vague épouvante à l'idée de n'avoir plus de maison, lui qui souffrait déjà tant de n'avoir plus de terre, il disait non, parce que tous voulaient lui faire dire oui. Ces bougres-là avaient donc à y gagner. Il dirait oui quand ça lui plairait. La veille, Jésus-Christ, enchanté, ayant eu la faiblesse de montrer à la trouille les 4 pièces de 100 sous, ne s'était endormi qu'en les tenant dans son poing fermé, car la garce, la dernière fois, lui en avait effarouché une sous son traversin, en profitant de ce qu'il était rentré gris pour prétendre qu'il devait l'avoir perdu. À son réveil, il eut une terreur, son poing avait lâché les pièces dans le sommeil. Mais il les retrouva sous ses fesses, toutes chaudes, et cela le secoua d'une joie énorme, salivant déjà à la pensée de les casser chez Langaigne. C'était la fête, Cochon qui reviendrait chez soi avec de la monnaie. Vainement, pendant la matinée, la trouille le cajola pour qu'il lui en donnât une toute petite, disait-elle. Il la repoussait, il ne fut même pas reconnaissant des œufs volés qu'elle lui servit en omelette. Non, ça ne suffisait pas d'aimer bien son père, l'argent était fait pour les hommes. Alors elle s'habilla de rage, mit sa robe de popeline bleue, un cadeau des temps de Bombance, en disant qu'elle aussi allait s'amuser. Et elle n'était pas à 20 mètres de la porte qu'elle se retourna, criant « Père, père, regarde !» La main levée, elle montrait, au bout de ses doigts minces, une belle pièce de 100 sous qui luisait comme un soleil. Il se crut volé, il se fouilla, pâlissant. Mais les 20 francs étaient bien dans sa poche. La gueuse avait dû faire du commerce avec ses oies, et le tour lui sembla drôle. Il eut un ricanement paternel en la laissant se sauver. Jésus-Christ n'était sévère que sur un point, la morale. Aussi
Une demi-heure plus tard, entra-t-il dans une grande colère. Il s'en allait à son tour, il fermait sa porte lorsqu'un paysan endimanché, qui passait en bas sur la route, le héla. « Jésus-Christ ! Ohé, Jésus-Christ !»« Quoi ? C'est ta fille qui est sur le dos. »« Et puis ? Il y a un homme dessus. »« Où ça donc ? Là, dans le fossé, au coin de la pièce à Guillaume ?» Alors il leva ses 2 poings au ciel, furieusement. « Bon, merci, je prends mon fouet. Ah, nom de Dieu de salope qui me déshonore !» Il était rentré chez lui pour décrocher, derrière la porte, à gauche, le grand fouet de routier dont il ne se servait que dans ces occasions. Et il partit, le fouet sous le bras, se courbant, filant le long des buissons, comme à la chasse, afin de tomber sur les amoureux sans être vu. Mais, lorsqu'il déboucha au détour de la route, Nénesse, qui faisait le guet, du haut d'un tas de pierres, l'aperçut. C'était Delphin qui était sur la trouille, et chacun son tour d'ailleurs, l'un en sentinelle avancée, lorsque l'autre rigolait. « Méfiance !» cria Nénesse. « V'là Jésus-Christ !» Il avait vu le fouet, il détala comme un lièvre à travers champs. Dans le fossé herbu, la trouille, d'une secousse, avait jeté Delphin de côté. Ah, fichu sort, son père! Et elle eut pourtant la présence d'esprit de donner au gamin la pièce de 100 sous. « Cache-la dans ta chemise, tu me la rendras. Vite, tire-toi des pieds. » Nom d'un chien! Jésus-Christ arrivait en ouragan, ébranlant la terre de son galop, faisant tournoyer son grand fouet, dont les claquements sonnaient ainsi que des coups de feu. « Ah, salope! Ah, catin! Tu vas la danser !» Dans sa rage, lorsqu'il eut reconnu le fils au garde champêtre, il le manqua, pendant que celui-ci, mal reculotté, s'enfuyait à 4 pattes parmi les ronces. Elle, empêtrée, la jupe en l'air, ne pouvait nier. D'un coup, qui cingla les cuisses, il la mit debout, la tira hors du fossé. Et la chasse commença. « Tiens, fille de putain! Tiens, vois si ça va te le boucher !» La trouille, sans une parole, habituée à ses courses, galopait avec des sauts de chèvre. L'ordinaire tactique de son père était de la ramener ainsi à la maison, où il l'enfermait. Aussi essayait-elle de s'échapper vers la plaine, espérant le lasser. Cette fois, elle faillit réussir, grâce à une rencontre. Depuis un instant, M. Charles et Élodie, qu'ils menaient à la fête, étaient là, arrêtés, plantés au milieu de la route. Ils avaient tout vu, la petite les yeux écarquillés de stupéfaction innocente, lui rouge de honte, crevant d'indignation bourgeoise. Et le pis encore fut que cette trouille impudique, en le reconnaissant, voulut se mettre sous sa protection. Il la repoussa, mais le fouet arrivait, et, pour l'éviter, elle tourna autour de son oncle et de sa cousine, tandis que son père, avec des jurons et des mots de caserne, lui reprochait sa conduite, tournant, lui aussi, claquant à la volée de toute la vigueur de son bras. Monsieur Charles, emprisonné dans ce cercle abominable, étourdi, ahuri, dut se résigner à enfoncer la face d'Élodie dans son gilet. Et il perdait la tête à ce point qu'il devint lui-même très grossier. « Mais, sale trou, veux-tu bien nous lâcher ? Mais qui est-ce qui m'a foutu cette famille dans ce bordel de pays ?» Délogée, la trouille sentit qu'elle était perdue. Un coup de fouet, qui l'enveloppa aux aisselles, la fit virer comme une toupie. Un autre la culbuta en lui arrachant une mèche de cheveux. Dès lors, ramenée dans le bon chemin, elle n'eut plus que l'idée de rentrer au terrier, le plus vivement possible. Elle sauta les haies, franchit les fossés, coupa à travers les vignes, sans craindre de s'empaler au milieu des échalas. Mais cette petite jambe ne pouvait lutter, les coups pleuvaient sur ses épaules rondes, sur ses reins encore frémissants, sur toute cette chair de fillette précoce, qui s'en moquait d'ailleurs, qui finissait par trouver ça drôle, d'être chatouillée si fort. Ce fut en riant d'un rire nerveux qu'elle rentra d'un bond et qu'elle se réfugia dans un coin où le grand fouet ne l'atteignait plus. « Donne tes 100 sous, dit le père, c'est pour te punir. » Elle jura qu'elle les avait perdus en courant, mais il ricana d'incrédulité et il la fouilla. Mais il ne trouvait rien. Il s'emporta de nouveau. « Hein ? Tu les as donnés à ton galant ? Nom de Dieu de bête !
qui leur fout du plaisir et qui les paye. Et il s'en alla, hors de lui, en l'enfermant, en criant qu'elle resterait là toute seule jusqu'au lendemain, car il comptait ne pas rentrer. La trouille, derrière son dos, se visita le corps, zébré seulement de 2 ou 3 bleus, se recoiffa, se rhabilla. Ensuite, tranquillement, elle défit la serrure, travail pour lequel elle avait acquis une extrême adresse. Puis elle décampa, sans même prendre le soin de refermer la porte. Ah bien, les voleurs seraient joliment volés, s'il en venait. Elle savait où retrouver Nénesse et Delphin, dans un petit bois au bord de l'Ègre. En effet, il l'y attendait, et ce fut le tour de son cousin Nénesse. Lui avait 3 francs, l'autre 6 sous. Lorsque Delphin lui eut rendu sa pièce, elle décida, en bonne fille, qu'on mangerait le tout ensemble. Ils revinrent vers la fête, elle leur fit tirer des macarons, après s'être acheté un gros nœud de satin rouge qu'elle se piqua dans les cheveux. Cependant, Jésus-Christ arrivait chez Langaigne, quand il rencontra Bécu, qui avait sa plaque astiquée sur une blouse neuve. Il l'apostropha violemment. « Dis donc, toi, si c'est comme ça que tu fais ta tournée, sais-tu où je l'ai trouvé, ton Delphin ?»« Où ça ?»« Sur ma fille. Je vais écrire au préfet pour qu'il te casse, père de cochon. Cochon toi-même. » Du coup, Bécu se fâcha. « Ta fille, je ne vois que ses jambes en l'air. Ah, elle a débauché Delphin. Du tonnerre de Dieu, si je ne la fais pas emballer par les gendarmes. »« Essaye donc, brigand !» Les 2 hommes, nez à nez, se mangeaient, et, brusquement, il y eut une détente. Leur fureur tomba. « Faut s'expliquer. Entrons boire un verre, » dit Jésus-Christ. « Pas le sou, » dit Bécu. Alors l'autre, très gai, sortit une première pièce de 5 francs, la fit sauter, se la planta dans l'œil. « Hein ? Cassons-la ! Perds la joie. Entre donc, vieille tripe. C'est mon tour. Tu payes assez souvent. » Ils entrèrent chez Langaigne, ricanant d'aise, se poussant d'une grande tape affectueuse. Cette année-là, Langaigne avait eu une idée. Comme le propriétaire du bal forain refusait de venir monter sa baraque, dégoûté de n'avoir pas fait ses frais l'année précédente, le cabaretier s'était lancé à installer un bal dans sa grange, contiguë à la boutique, et dont la porte charretière ouvrait sur la route. Même, il avait percé la cloison, les 2 salles communiquaient maintenant. Et cette idée lui attirait la clientèle du village entier. Son rival Maqueron enrageait, en face, de n'avoir personne. « 2 litres tout de suite, chacun le sien !» gueula Jésus-Christ. Mais, comme Flore le servait, effarée, radieuse de tant de monde, il s'aperçut qu'il avait coupé la lecture d'une lettre que Langaigne faisait à voix haute, debout au milieu d'un groupe de paysans. Interrogé, celui-ci répondit avec importance que c'était une lettre de son fils Victor, écrite du régiment. « Ah ah, le gaillard !» dit Bécu intéressé. « Et qu'est-ce qu'il raconte ? Faut nous recommencer ça ?» Langaigne alors recommença sa lecture. « Mes chers parents, c'est pour vous dire que nous voici à Lille en Flandre, depuis 1 mois moins 7 jours. Le pays n'est pas mauvais, si ce n'est que le vin est cher, car on doit y mettre jusqu'à 16 sous le litre. » Et la lettre, dans ses 4 pages d'écriture appliquée, ne contenait guère autre chose. Le même détail revenait à l'infini, en phrases qui s'allongeaient. Tous, du reste, se récriaient chaque fois sur le prix du vin. Il y avait des pays comme ça, fichue garnison. Aux dernières lignes perçait une tentative de carotte, 12 francs demandés pour remplacer une paire de souliers perdus. « Ah ah, le gaillard !» répéta le garde champêtre. « Le v'là un homme, nom de Dieu !» Après les 2 litres, Jésus-Christ en demanda 2 autres, du vin bouché à 20 sous. Il payait à mesure, pour étonner, cognant son argent sur la table, révolutionnant le cabaret. Et, quand la première pièce de 5 francs fut bue, il en tira une seconde, se la vissa de nouveau dans l'œil, cria que lorsqu'il n'y en avait plus, il y en avait encore. L'après-midi s'écoula de la sorte, dans la bousculade des buveurs qui entraient et qui sortaient, au milieu de la saoulerie montante. Tous,
si morne et si réfléchie en semaine, gueulait, tapait des poings, crachait violemment. Un grand maigre eut l'idée de se faire raser, et Langueigne, tout de suite, l'assit parmi les autres, lui gratta le cuir si rudement qu'on entendait le rasoir sur la couenne, comme s'il avait échaudé un cochon. Un deuxième prit la place, ce fut une rigolade, et les langues allaient leur train, on daubait sur le maqueron qui n'osait plus sortir. Est-ce que ce n'était pas sa faute, à cet adjoint manqué, si le bal avait refusé de venir ? On s'arrange. Mais bien sûr qu'il aimait mieux voter des routes pour se faire payer 3 fois leur valeur les terrains qu'il donnait. Cette allusion souleva une tempête de rire. La grosse Flore, dont ce jour-là devait rester le triomphe, courait à la porte éclatée d'une gaieté insultante chaque fois qu'elle voyait passer, derrière les vitres d'en face, le visage verdi de Célina. « Des cigares, madame Langueigne !» commanda Jésus-Christ d'une voix tonnante. « Des chers ! Des 10 centimes !» Comme la nuit était tombée et qu'on allumait les lampes à pétrole, la Bécu entra, venant chercher son homme. Mais une terrible partie de cartes s'était engagée. « Arrives-tu » dit. « Il est plus de 8 heures. Faut manger à la fin. » Il la regarda fixement d'un air majestueux d'ivrogne. « Va te faire foutre !» Alors Jésus-Christ déborda. « Madame Bécu, je vous invite, hein ? Nous allons nous coller un gueuleton à nous 3. Vous entendez, la patronne ? Tout ce que vous avez de mieux. Du jambon, du lapin, du dessert. Et n'ayez pas peur. Approchez voir un peu. Attention !» Il finit de se fouiller longuement. Puis, tout d'un coup, il sortit sa 3e pièce, qu'il tint en l'air. « Coucou, ah, la voilà !» On se tordit. Un gros faillit s'en étrangler. Ce bougre de Jésus-Christ était tout de même bien rigolo. Et il y en avait qui faisaient la farce de la tâter du haut en bas, comme s'il avait eu des écus dans la viande, pour en sortir ainsi jusqu'à plus soif. « Dites donc, la Bécu !» répéta-t-il à 10 reprises, en mangeant. « Si Bécu veut, nous couchons ensemble. Ça va-t-il ?» Elle était très sale, ne sachant pas, disait-elle, qu'elle resterait à la fête. Et elle riait, chafouine, noire, d'une maigreur rouillée de vieille aiguille. Tandis que le gaillard, sans tarder, lui empoignait les cuisses à nu sous la table. Le mari, ivre-mort, bavait, ricanait, gueulait que la garce n'en aurait pas trop de 2. 10 heures sonnaient, le bal commença. Par la porte de communication, on voyait flamber les 4 lampes que des fils de fer attachaient aux poutres. Clou, le maréchal Ferrand, était là, avec son trombone, ainsi que le neveu d'un cordier de Bazoche le doyen, qui jouait du violon. L'entrée était libre, on payait 2 sous chaque danse. La terre battue de la grange venait d'être arrosée à cause de la poussière. Quand les instruments se taisaient, on entendait, au dehors, les détonations du tir, sèches et régulières. Et la route, si sombre d'habitude, était incendiée par les réflecteurs des 2 autres baraques, le bimbelotier étincelant de dorure, le jeu de tournevire orné de glace et tendu de rouge comme une chapelle. « Tiens, v'là fifille !» cria Jésus-Christ, les yeux mouillés. C'était la Trouille, en effet, qui faisait son entrée au bal, suivie de Delphin et de Nénesse. Et le père ne semblait pas surpris de la voir là, bien qu'il l'eût enfermée. Outre le nœud rouge qui éclatait dans ses cheveux, elle avait au cou un épais collier en faux corail, des perles de cire à cacheter, saignantes sur sa peau brune. Tous 3, du reste, là de rôder devant les baraques, étaient hébétés et empoissés d'une indigestion de sucreries. Delphin, en blouse, avait la tête nue, une tête ronde et inculte de petit sauvage, ne se plaisant qu'au grand air. Nénesse, tourmentée déjà d'un besoin d'élégance citadine, était vêtue d'un complet acheté chez Lambourdieu, un de ces étroits fourreaux cousus à la grosse dans la basse confection de Paris. Et il portait un chapeau melon, en haine de son village, qu'il méprisait. « Fifille !» appela Jésus-Christ. « Fifille ! Viens me goûter ça, hein ? C'est du fameux. » Il la fit boire dans son verre, tandis que la Bécu demandait sévèrement à Delphin. « Qu'est-ce que t'as fait de ta casquette ?»« Je l'ai perdue. »
Perdu? Avance ici, que je te gifle. Mais Bécu intervint, ricanant et flatté au souvenir des gaillardises précoces de son fils. Lâche-le donc, le v'là qui pousse. Alors, vermine, vous fricassez ensemble? Ah, le bougre! Ah, le bougre! Allez jouer, conclut paternellement Jésus-Christ, et soyez sages. Ils sont saouls comme des cochons, dit Nénès d'un air dégoûté en rentrant dans le bal. La trouille se mit à rire. Tiens, je te crois, j'y comptais bien. C'est pour ça qu'ils sont gentils. Le bal s'animait, on n'entendait que le trombone de Clou, pétaradant et étouffant le jeu grêle du petit violon. La terre battue, trop arrosée, faisait boue sous les lourdes semelles. Et, bientôt, de toutes les côtes remuées, des vestes et des corsages que mouillaient aux aisselles de larges taches de sueur, il monta une violente odeur de bouc, qu'accentuait l'âcreté filante des lampes. Mais, entre deux quadrilles, une chose émotionna, l'entrée de Berthe, la fille au maqueron, vêtue d'une toilette de foulard, pareille à celle que les demoiselles du percepteur portaient à Cloyes le jour de la Saint-Lubin. Quoi donc? Ses parents lui avaient-ils permis de venir? Ou bien, derrière leur dos, s'était-elle échappée? Et l'on remarqua qu'elle dansait uniquement avec le fils d'un charron que son père lui avait défendu de voir à cause d'une haine de famille. On en plaisantait. Paraît que ça ne l'amusait plus de se détruire la santé toute seule. Jésus-Christ, depuis un instant, bien qu'il fût très gris, s'était avisé de la sale tête de Lequeux, plantée à la porte de communication, regardant Berthe sauter au bras de son galant. Et il ne put se tenir. « Dites, monsieur Lequeux, vous ne la faites pas danser, votre amoureuse ?»« Qui ça, mon amoureuse ?» demanda le maître d'école, la face verdie d'un flot de bile. « Mais les jolis yeux culottés, là-bas !» Lequeux, furieux d'avoir été deviné, tourna le dos, resta là, immobile, dans un de ces silences d'homme supérieur où il s'enfermait, par prudence et dédain. Et Langueigne s'étant avancé, Jésus-Christ le harponna. « Hein? Lui avait-il lâché son affaire à ce chieur d'encre? On lui en donnerait des filles riches. Ce n'était point que n'en a pas fût si chic, car elle n'avait des cheveux que sur la tête. » Et, très allumé, il affirma la chose comme s'il l'avait vue. Ça se disait de Cloyes à Châteaudun, les garçons en rigolaient. Pas un poil, parole d'honneur. La place aussi nue qu'un menton de curé. Tous alors, stupéfiés du phénomène, se haussèrent pour contempler Berthe, en la suivant avec une légère grimace de répugnance chaque fois que la danse la ramenait, très blanche, dans le vol de ses jupes. « Vieux filou !» reprit Jésus-Christ, qui se mit à tutoyer Langueigne. « Ce n'est pas comme ta fille. Elle en a. » Celui-ci répondit d'un air de vanité. « Ah, pour sûr !» Suzanne, maintenant, était à Paris, dans la haute, disait-on. Il se montrait discret, parlait d'une belle place. Mais des paysans entraient toujours, et un fermier lui ayant demandé des nouvelles de Victor, il sortit de nouveau la lettre. « Mes chers parents, c'est pour vous dire que nous voici à Lille en Flandre. » On l'écoutait. Des gens qui l'avaient déjà entendu 5 ou 6 fois se rapprochaient. Il y avait bien 16 sous le litre. Oui, 16 sous. Fichu pays, répéta Bécu. À ce moment, Jean parut. Il alla tout de suite donner un coup d'œil dans le bal, comme s'il y cherchait quelqu'un. Puis il revint, désappointé, inquiet. Depuis 2 mois, il n'osait plus faire de si fréquentes visites chez Buteau, car il le sentait froid, presque hostile. Sans doute, il avait mal caché ce qu'il éprouvait pour Françoise, cette amitié croissante qui l'enfiévrait à cette heure, et le camarade s'en était aperçu. Ça devait lui déplaire, déranger des calculs. « Bonsoir, dit Jean en s'approchant d'une table où Fouan et Delhomme buvaient une bouteille de bière. « Voulez-vous faire comme nous, caporal ?» offrit poliment Delhomme. Jean accepta, et quand il eut trinqué, « C'est drôle que Buteau ne soit pas venu. »« Justement, le voici, » dit Fouan. En effet, Buteau entrait, mais seul. Lentement, il fit le tour du cabaret, donna des poignées de main.
Puis, arrivé devant la table de son père et de son beau-frère, il resta debout, refusant de s'asseoir, ne voulant rien prendre. « Lise et Françoise ne dansent donc pas ?» finit par demander Jean, dont la voix tremblait. Buteau le regarda fixement, de ses petits yeux durs. « Françoise est couchée. Ça vaut mieux pour les jeunesses. » Mais une scène, près d'eux, coupa court, en les intéressant. Jésus-Christ s'empoignait avec Flore. Il demandait 1 litre de rhum pour faire un brûlot et elle refusait de l'apporter. « Non, plus rien. Vous êtes assez saoul. »« Hein ? Qu'est-ce qu'elle chante ? Est-ce que tu crois, bougresse, que je ne te payerai pas ? Je t'achète ta baraque, veux-tu ? Tiens, je n'ai qu'à me moucher, regarde. » Il avait caché dans son poing sa 4e pièce de 100 sous. Il se pinça le nez entre 2 doigts, souffla fortement et eut l'air d'en tirer la pièce, qu'il promena ensuite comme un ostensoir. « V'là ce que je mouche quand je suis enrhumé. » Une acclamation ébranla les murs, et Flore, subjuguée, apporta le litre de rhum et du sucre. Il fallut encore un saladier. Ce bougre de Jésus-Christ tint alors la salle entière en remuant le punch, les coudes hauts, sa face rouge allumée par les flammes qui achevaient de surchauffer l'air, le brouillard opaque des lampes et des pipes. Mais Buteau, que la vue de l'argent avait exaspéré, éclata tout d'un coup. « Gros cochon, tu n'as pas honte de boire ainsi l'argent que tu voles à notre père ?» L'autre le prit à la rigolade. « Oh, tu causes, cadet ? C'est donc que tu es à jeun pour dire des couillonnades pareilles. Je dis que tu es un salaud, que tu finiras au bagne. D'abord, c'est toi qui as fait mourir notre mère de chagrin. » L'ivrogne tapa sa cuillère, déchaîna une tempête de feu dans le saladier en étouffant de rire. « Bon, va toujours, c'est moi pour sûr, si ce n'est pas toi. » Et je dis encore que des mangeurs de ton espèce, ça ne mérite pas que le blé pousse. Quand on pense que notre terre, oui, toute cette terre que nos vieux ont eu tant de peine à nous laisser, tu l'as engagée, fichue à d'autres. Sale canaille, qu'as-tu fait de la terre ? Du coup, Jésus-Christ s'anima. Son punch s'éteignait. Il se carra, se renversa sur sa chaise, en voyant que tous les buveurs se taisaient et écoutaient pour juger. « La terre !» gueula-t-il. « Mais elle se fout de toi, la terre ! Tu es son esclave, elle te prend ton plaisir, tes forces, ta vie, imbécile, et elle ne te fait seulement pas riche. Tandis que moi, qui la méprise, les bras croisés, qui me contente de lui allonger des coups de botte, eh bien, moi, tu vois, je suis rentier. Je m'arrose. Ah, bougre de Jean-Jean. » Les paysans rirent encore, pendant que Buteau, surpris par la rudesse de cette attaque, se contentait de bégayer. « Propre à rien, gâcheur de besogne, qui ne travaille pas et qui s'en vante. »« La terre, en voilà une blague, » continua Jésus-Christ, lancé. « Vrai, tu es rouillé, si tu en es toujours à cette blague-là. Est-ce que ça existe, la terre ? Elle est à moi, elle est à toi, elle n'est à personne. Est-ce qu'elle n'était pas au vieux ? Et n'a-t-il pas dû la couper pour nous la donner ? Et toi, ne la couperas-tu pas pour tes petits ? Alors quoi ? Ça va, ça vient, ça augmente, ça diminue surtout. Car te voilà un gros monsieur, avec tes 6 arpents, lorsque le père en avait 19. Moi, ça m'a dégoûté. C'était trop petit. J'ai bouffé tout. Et puis, j'aime les placements solides. Et la terre, vois-tu, cadet, ça craque. Je ne foutrai pas 1 liard dessus. Ça sent la sale affaire. Une fichue catastrophe qui va tous vous nettoyer. La banqueroute. Tous des jobards. Un silence de mort se faisait peu à peu dans le cabaret. Personne ne riait plus. Les faces inquiètes des paysans se tournaient vers ce grand diable qui lâchait dans l'ivresse le pêle-mêle baroque de ses opinions. Les idées de l'ancien troupier d'Afrique, du rouleur de ville, du politique de marchand de vin. Ce qui surnageait, c'était l'homme de 48, le communiste humanitaire, resté à genoux devant 89.
Liberté, égalité, fraternité. Faut en revenir à la Révolution. On nous a volé dans le partage. Les bourgeois ont tout pris. Et nom de Dieu, on les forcera bien à rendre. Est-ce qu'un homme n'en vaut pas un autre? Est-ce que c'est juste? Par exemple, toute la terre à ce Jean foutre de la Borderie et rien à moi? Je veux mes droits, je veux ma part. Tout le monde aura sa part. Bécu, trop ivre pour défendre l'autorité, approuvait sans comprendre. Mais il eut une lueur de bon sens. Il fit des restrictions. Ça oui. Pourtant, le roi est le roi. Ce qui est à moi n'est pas à toi. Un murmure d'approbation courut, et Buteau prit sa revanche. N'écoutez donc pas, il est bon à tuer. Les rires recommencèrent, et Jésus-Christ perdit toute mesure, se mit debout en tapant des poings. Attends-moi donc à la prochaine. Oui, j'irai causer avec toi, sacré lâche. Tu fais le crâne aujourd'hui, parce que tu es avec le maire, avec l'adjoint, avec ton député de 4 sous, hein? Tu lui lèches les bottes, à celui-là. Tu es assez bête pour croire qu'il est le plus fort et qu'il t'aide à vendre ton blé. Eh bien, moi, qui n'ai rien à vendre, je vous ai tous dans le cul, toi, le maire, l'adjoint, le député et les gendarmes. Demain, ce sera notre tour d'être les plus forts, et il n'y aura pas que moi. Il y aura tous les pauvres bougres qui en ont assez de claquer de faim, et il y aura vous autres, oui, vous autres, quand vous serez là de nourrir les bourgeois sans avoir seulement du pain à manger. Rasez les propriétaires, on leur cassera la gueule, la terre sera à qui la prendra. Tu entends, cadet? La terre, je la prends, je chie dessus. Viens-y donc, je te crève d'un coup de fusil, comme un chien, cria Buteau, si hors de lui qu'il s'en alla en faisant claquer la porte. Déjà, le queue, après avoir écouté d'un air fermé, était parti, en fonctionnaire qui ne pouvait se compromettre plus longtemps. Fouan et Delhomme, le nez dans leur chope, ne soufflaient mot, honteux, sachant que, s'ils intervenaient, l'ivrogne crierait davantage. Aux tables voisines, les paysans finissaient par se fâcher. Comment? Leurs biens n'étaient pas à eux? On viendrait les leur prendre? Et ils grondaient. Ils allaient tomber sur le partageux. Le jeter dehors à coups de poing. Lorsque Jean se leva, il ne l'avait pas quitté du regard, ne perdant pas une de ses paroles, la face sérieuse, comme s'il eût cherché ce qu'il y avait de juste dans ces choses qui le révoltaient. « Jésus-Christ, déclara-t-il tranquillement, vous feriez mieux de vous taire. Ce n'est pas à dire, tout ça. Et si vous avez raison par hasard, vous n'êtes guère malin, car vous vous donnez tort. » Ce garçon si froid, cette remarque si sage, calmèrent subitement Jésus-Christ. Il retomba sur sa chaise, en déclarant qu'il s'en foutait, après tout. Et il recommença ses farces. Il embrassa la Bécu, dont le mari dormait sur la table, assommé. Il acheva le punch, en buvant au saladier. Les rires avaient repris, dans la fumée épaisse. Au fond de la grange, on dansait toujours. Clou enflait les accompagnements de son trombone, dont le tonnerre étouffait le chant grêle du petit violon. La sueur coulait des corps, ajoutait son âcreté à la puanteur filante des lampes. On ne voyait plus que le nœud rouge de la trouille qui tournait au bras de Nénesse et de Delphin, à tour de rôle. Berthe, elle aussi, était encore là, fidèle à son galant, ne dansant qu'avec lui. Dans un coin, des jeunes gens qu'elle avait éconduits ricanaient. Dame, si ce godiche ne tenait pas à ce qu'elle en eut, elle avait raison de le garder, car on en connaissait d'autres qui, malgré son argent, auraient bien sûr attendu qu'il lui en poussât, pour voir à l'épouser. « Allons dormir, dit Fouan à Jean et à Delhomme. » Puis, dehors, lorsque Jean les eut quittés, le vieux marcha en silence, ayant l'air de ruminer les choses qu'il venait d'entendre. Et, brusquement, comme si ces choses l'avaient décidé, il se tourna vers son gendre. « Je vas vendre la Cambuse, et j'irai vivre chez vous. C'est fait. Adieu. » Lentement,
Il rentra seul. Mais son cœur était gros, ses pieds butaient sur la route noire. Une tristesse affreuse le faisait chanceler, ainsi qu'un homme ivre. Déjà, il n'avait plus de terre, et bientôt, il n'aurait plus de maison. Il lui semblait qu'on sciait les vieilles poutres, qu'on enlevait les ardoises au-dessus de sa tête. Désormais, il n'avait pas même une pierre où s'abriter. Il errait par les campagnes comme un pauvre, nuit et jour, continuellement. Et quand il pleuvrait, la pluie froide, la pluie sans fin, tomberait sur lui